Bonjour, alors dans cette vidéo je vais parler de risque et d'indépendance financière. Je reçois souvent dans les mails d'abonnés des demandes, est-ce que, bon sur mes formations, sur les lettres que je propose, est-ce que vous avez un placement, est-ce que vous proposez vraiment des placements sans risque, qui sont sans danger etc. Donc ça montre qu'il y a chez beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'épargnants, il y a une peur vis-à-vis du risque qui est dominante en ce moment dans la société française. Et c'est avant tout de ça, dans ce sujet que je voudrais traiter dans cette vidéo. Il faut bien comprendre que le risque dans la vie en général, c'est quelque chose de positif. Le risque, il va vous amener deux choses. Il va vous amener des récompenses et il va vous amener de la liberté. Tous les actes que vous faites dans la vie, quelque part, ou presque tous les actes que vous faites dans la vie, que ce soit au travail, que ce soit en amour, en vie familiale, ou en investissement, en épargne, en constitution de patrimoine, correspondent à une prise de risque pour obtenir une récompense quelque part, en principe. Si le simple fait de prendre la voiture est une prise de risque qui vous donnera en récompense l'accès à des tas de choses, à des tas de nouvelles possibilités que vous n'avez pas sans moyen de déplacement. Il y a évidemment, dès que vous allez sur la route, vous avez à peu près une chance sur 20 000 chaque année de décéder dans un accident, c'est une moyenne. Donc il faut bien comprendre que toute prise de risque intelligente que vous allez faire dans votre vie vous donnera accès à plus de degrés de liberté. Quand je fais du parapente, j'ai une chance sur 1000 statistiquement de mourir chaque année dans un accident. En compensation, j'ai la liberté d'explorer un nouveau milieu qui est l'air et d'y évoluer un petit peu comme un oiseau pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement agréable, extrêmement gratifiant. Après, évidemment, je vais essayer de limiter ce risque à 1 sur 1000 en volant dans des conditions qui sont le moins dangereuses possible, qui sont le plus intelligentes possible. Ça, c'est l'aspect contrôle du risque, mais le fait de ne pas refuser ce risque m'offre des récompenses. Quand je vais voir des éruptions au volcan dans des zones qui sont complètement interdites par notre état nounou, que je le fais des dizaines de fois, évidemment, il y a un tout petit risque que ça se passe mal. En compensation, je vais voir un spectacle que extrêmement peu de personnes dans ce monde pourra voir, et pour moi c'est essentiel. Donc voilà, la seule chose que vous devez éviter dans votre vie, ce sont les risques qui n'amènent pas de récompense en contrepartie. Il ne faut surtout pas éviter le risque, il faut prendre des risques pour avoir un maximum de récompenses, pour avoir un maximum de liberté. Bon, je pense que sur Esprit Argent, à tous les auteurs avec leurs différentes personnalités, évidemment, ce sont des personnes qui ont un point en commun, c'est qu'ils aiment la liberté, et on le voit tout à fait dans leur choix de vie, ils sont prêts à prendre les risques nécessaires pour cela, que ce soit via leur choix d'investissement, via leur choix de vie, par des projets d'entrepreneuriat, d'expatriation, etc. Donc évitez par contre les prises de risque qui n'amènent aucune récompense. Alors il y a un exemple de prise de risque qui n'amène pas de récompense, c'est d'aller prendre la voiture après avoir bu beaucoup trop d'alcool. Ça c'est un risque idiot. Un autre risque idiot qui n'amène aucune récompense, c'est de placer, pour revenir au sujet de l'épargne, c'est de placer son argent sur un livret A ou sur une assurance vie en euros. Dans le contexte actuel, vous avez, avec les taux d'intérêt que ces placements rapportent de l'ordre de 2% et un taux d'inflation à 8-9%, vous perdez 6 à 7% par an en monnaie constante de façon garantie, avec en prime des risques. On ne sait jamais ce qu'un État aux abois, si les choses tournent mal plus tard, peut faire. Donc ça sont des risques sans récompense, donc des prises de risques qui sont idiotes. Après, il faut que vous soyez conscient aussi qu'on est dans une société malade de l'aversion au risque. Et nous sommes tous affectés par cette maladie, plus ou moins, même moi, même si j'essaye de m'en détacher le plus possible. Donc nous vivons en Europe à peu près depuis 70 ans dans une situation de calme, sans aucun aléa majeur. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de conflit important, pas eu de famine, de manque de nourriture, de manque d'accès
aux choses les plus basiques, les plus essentielles de la vie. Donc on est dans une situation depuis 70 ans de confort relatif par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et ça, c'est une anomalie de l'histoire. La plupart du temps, il y a des gros aléas qui vont vous arriver au moins une fois ou deux dans votre vie. Ensuite, on a une part de plus en plus grande de la population qui vit en zone urbaine. On en est à plus de 60-70%, donc qui est dans un environnement complètement sans risque, aseptisé, contrôlé. Il y a une majorité de Français aujourd'hui qui n'a jamais connu d'aléas significatifs, d'aléas importants dans sa vie, qui n'a même pas fait une randonnée engagée où on met un petit peu sa vie en jeu si on fait une erreur ou une activité sportive à risque. Ça, ce sont des petites prises de risque, mais même ce genre de petites prises de risque, la population urbaine l'a complètement oublié aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui vivent dans un espèce de confort important et qui ont peur du moindre risque de perdre ce confort, donc qui refusent de plus en plus toute prise de risque. Si je vous rappelle le cycle de Tytler, on est à peu près en ce moment à ce niveau-là. Donc à un moment où la population, la société a tellement peur du risque qu'elle va demander de plus en plus d'assistance à l'État pour se protéger de n'importe quel risque et qu'elle va en compensation être prête à céder sa liberté à l'État pour être contrôlée, pour être assistée. Le dernier exemple, c'est le Covid, où vous avez eu 70 à 90% de la population qui a accepté la série de confinements et couvre-feu qu'on lui proposait avec plus ou moins d'enthousiasme, en tout cas avec un assentiment tout à fait certain, pour un risque qui était, le risque de décès du Covid, c'était de l'ordre de 1 pour 30 000 ou 1 pour 40 000 sur les personnes de moins de 60 ans qui n'avaient pas de maladie grave. Donc c'était un risque vraiment infime. Et pour ça, les gens ont été prêts à s'enfermer pendant plus d'1 an pour ce genre de choses. Alors le problème, c'est qu'une société qui a une telle aversion au risque, du type société française en ce moment, c'est une société qui ne va plus entreprendre suffisamment, qui n'avancera plus, qui aura des principes de précaution excessifs sans arrêt partout, qui aura peur pour un oui ou pour un non d'un petit virus, qui aura peur sous prétexte qu'il y a des étés un petit peu plus chauds qu'avant, que le climat se réchauffe de 2 degrés et qu'elle va s'imaginer que c'est la fin du monde pour ça. Et du coup, l'aléa, lui, va toujours revenir en force. Alors vous pouvez vous dire, je refuse de prendre de risques, mon statu quo, mon confort actuel me convient, j'ai pas envie d'avancer plus que ça. Le problème, c'est qu'il y a d'autres sociétés dans le monde qui, elles, vont prendre des risques, vont avancer, qui rêvent de prendre votre place, qui rêvent de prendre notre place d'Européens, et qui vont pour cela faire le nécessaire, en colonisant à terme les sociétés qui n'avancent pas. La vie, c'est un jeu compétitif, donc si vous stagnez, il y en a d'autres qui vont prendre votre place, qui vont vous coloniser, que ce soit par la démographie, que ce soit par l'économie, ou que ce soit de façon militaire. Donc l'aléa, quand on le refuse, il revient toujours et il revient avec beaucoup de violence et prendra au dépourvu les personnes qui n'y sont pas préparées. Donc les aléas qui nous menacent le plus, alors le principal aléa de long terme, comme je vous le disais, est créé par l'aversion au risque. Une société type société française, à mon avis, elle fonce vers le collectivisme, un collectivisme autoritaire. Des gens qui ont été prêts à se confiner, à subir des couvre-feux sans aucune protestation pendant plus d'1 an, ils accepteront le même type de confinement, le même type d'enfermement, le même type de contrôle étatique total si on va leur annoncer qu'il y a un risque. Alors, le principal que je vois, c'est la peur vis-à-vis du climat, peur complètement excessive, complètement irrationnelle quand on regarde les faits, mais voilà, il suffit qu'on dise à la société laissez-nous vous contrôler complètement parce que vous avez un risque de fin du monde sous prétexte qu'il y a 2 degrés de plus. Les gens vont accepter. Ou alors ça peut être un conflit militaire avec les grands méchants russes nous menacent, vous devez accepter les rationnements, vous devez accepter maintenant toutes sortes de choses sous prétexte qu'il y a un conflit en Russie. Bon,
ce genre de choses qui risquent d'arriver à cette société. Mon épouse est vietnamienne, donc le Vietnam est un pays que je connais pas mal, j'y ai passé 3 mois cette année. Euh, il y a une mentalité là-bas qui est complètement différente. Il y a beaucoup moins d'aversion au risque parce que les Vietnamiens, au moins les anciennes générations, ont vécu des choses extrêmement dures, des aléas extrêmement puissants euh, pendant leur enfance, pendant leur jeunesse. Donc ils savent ce que c'est que les gros risques. Donc eux, quand on leur parle de réchauffement climatique, d'histoire de 2 degrés de plus, ils rigolent, quoi. Pour eux, c'est complètement dérisoire que des étés soient un peu plus chauds, qu'il y ait un peu plus d'activités pluvieuses ou de sécheresse ou je ne sais quoi. Ils s'en fichent complètement. Ils n'ont pas peur de risques, de prise de risque en entreprise, de prise de risque dans leurs investissements également. Donc c'est une société vraiment différente, c'est une société qui avance vite. Voilà un petit peu la situation. Donc dites-vous bien que vous ne changerez pas la société dans laquelle vous êtes, vous pouvez rien faire contre elle, c'est pas la peine d'espérer qu'il y ait des méchants comploteurs derrière, qu'il suffit d'abattre le boss comploteur de fin de niveau pour retrouver votre liberté, votre confort. Le problème, il n'est pas dans l'existence de méchants comploteurs, il réside dans la société elle-même. Donc vous pouvez rien faire contre la société, vous pouvez par contre vraiment suivre votre propre chemin en prenant autant de distance que nécessaire par rapport à une société qui est malade. Donc prise de distance, ça veut dire ne pas vous soucier du regard des autres, déjà, ne pas vous soucier de ce que la société voudrait vous voir faire, et vraiment suivre en toute indépendance vos choix et votre chemin. Alors maintenant, en matière d'investissement, d'indépendance financière, réfléchissez là aussi au choix des Français. Donc les Français, ils ont à peu près 2/3 de leur patrimoine en immobilier, qui est la résidence principale, 1/3 de leur patrimoine financier, et dans ce tiers financier, ils ont 62% de produits de taux. Les produits de taux, c'est le livret A, c'est les assurances vie en euros, c'est-à-dire ce sont des produits qui perdent en moyenne, dans le contexte actuel de taux négatifs, 5 à 7% par an. C'est-à-dire qu'ils sont assurés de prendre un risque perdant en faisant ce choix. Les actions, c'est 17% de l'épargne financière, donc 17% du 1/3 dont je vous parlais, ça fait pas grand-chose. Et les actions en direct, c'est 6,2% du total, pas du total du patrimoine, mais du total du patrimoine financier. Ça veut dire à peu près un peu plus de 2% du patrimoine total. C'est évidemment un montant complètement absurde, complètement insuffisant, quand on pense que c'est le placement, s'il est intelligemment utilisé, qui va vous rapporter le meilleur potentiel de rendement à terme. Donc maintenant que j'ai fait ce point important sur la notion de risque, on va parler d'indépendance financière. Alors pour atteindre l'indépendance financière, je vais vous proposer un classeur Excel qui vous permettra de faire toutes sortes de simulations que vous pourrez télécharger avec un lien sous cette vidéo. La première chose à laquelle il faut penser, c'est d'avoir un taux d'épargne important quand vous êtes en début de carrière, quand vous êtes jeune. Moi, j'ai adopté, bien avant que ce mouvement ne soit connu, j'avais adopté les principes du mouvement FIRE, c'est-à-dire Financial Independence Retire Early. Donc un taux d'épargne élevé, 30-35%. Pour ça, il faut couper vos dépenses de logement, il faut couper vos dépenses de transport. Ça, c'est les 2 postes essentiels. Donc voilà, et la deuxième chose à faire, c'est de maximiser votre temps libre quand vous êtes jeune en habitant près de votre lieu de travail. C'est pour moi inconcevable qu'on habite à plus de 15 minutes de son lieu de travail. Dites-vous que 1 heure de votre temps libre, valorisez-la une centaine d'euros si vous voulez. Si vous faites chaque jour 1 heure aller, 1 heure retour pour aller à votre travail, vous allez perdre comme ça chaque mois une quarantaine d'heures et ça vaut 4000 euros par mois. Donc voilà, ça c'est essentiel et faites les sacrifices nécessaires pour ça, pour habiter près de votre lieu de travail, parce que vous aurez du temps libre en plus et ce temps libre en plus, vous pourrez l'utiliser intelligemment, soit pour profiter de la vie, soit pour concevoir des stratégies d'investissement et d'épargne optimales, intelligentes qui vont vous rapporter de gros rendements et avoir le temps nécessaire pour ça.
Ensuite, évidemment, prendre des risques sans hésiter, à condition d'avoir un gros potentiel de récompense. Vous devez, dans la vie, dans votre carrière d'épargnant, viser de gros rendements, c'est-à-dire de l'ordre de 15%. Sinon, vous n'allez pas y arriver efficacement, à moins d'avoir un gros patrimoine de départ. Une fois que vous aurez adopté ces principes, après, plus tard, vous pourrez évidemment relâcher l'effort. C'est vraiment au début de votre carrière d'investisseur qu'il faut faire un maximum d'efforts à cause des intérêts composés. Ensuite, on peut progressivement relâcher la bride. Donc, évaluez vos besoins pour atteindre l'indépendance financière. On va voir ça tout de suite dans la vidéo. Et n'oubliez jamais que votre temps de vie en bonne santé s'arrête en moyenne à 65-70 ans. Donc si vous gérez bien votre corps, si vous ne faites pas de bêtises, évidemment, de surpoids, de mauvaise hygiène de vie, vous pourrez aller au-delà peut-être, ou si vous avez une bonne génétique, ou les deux à la fois. Mais tablez là-dessus et dites-vous que si vous voulez bénéficier de votre effort d'épargne, il faudra le faire, si possible, dès 40-45 ans pour avoir un temps suffisamment long pour en profiter. Ça sert absolument à rien d'avoir une grosse épargne quand vous avez, si vous êtes dépendant, si vous ne pouvez plus en profiter à un âge de 80-85 ans et que vous avez de lourds problèmes de santé. À cet âge, vous aurez des besoins financiers, au contraire, nettement inférieurs, parce que vous ne pourrez pas faire les mêmes choses dans votre vie que ce que vous faites à 40 ou 50 ans. Donc ça, c'est essentiel. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques simulations. Vous pourrez télécharger ce fichier. Donc c'est un classeur Excel dans lequel vous allez rentrer un rendement d'investissement qui va être en brut, hors, sans tenir compte de l'inflation. Là, j'ai mis 12%. Vous allez rentrer un taux d'inflation et vous allez rentrer plusieurs paramètres. Alors, tout ce que vous allez saisir est en vert. Ensuite, le fichier calcule tout automatiquement. Vous aurez, ici j'ai mis par exemple un investissement initial de 50 000 € et un taux d'épargne annuel de 14 000 €. Alors ça, je me dis, bon voilà, vous gagnez, mettons, 4 000 € par mois. Ça correspond à à peu près à un taux d'effort d'épargne de 30%, c'est-à-dire 1 200 € par mois. Comme je vous l'ai dit, il faut viser ce genre de taux en début de carrière d'investisseur. C'est essentiel et faire le nécessaire pour adapter votre niveau de vie à ça. Sinon, vous n'allez pas y arriver, à moins d'avoir évidemment un gros investissement initial à mettre en place. Et là, il n'y a pas de souci. Donc, avec ces paramètres, vous voyez, donc gros effort d'investissement initial, on relâche ensuite progressivement la bride. Avec un taux de 12%, si on vise un objectif à 1 million d'euros, on peut dire que 1 million d'euros placé à 6%, et là on trouve des solutions sans problème à ce niveau-là, vous allez y arriver à peu près en 21 ans dans ma simulation. Alors il y a deux chiffres, deux colonnes dans cette simulation. Il y a l'épargne disponible en monnaie courante, qui n'est pas très intéressant, qui n'est pas très significatif. Et par contre, j'ai rajouté ici une épargne disponible en monnaie constante, qui là va vraiment refléter le pouvoir d'achat que vous aurez au bout d'un certain nombre d'années. Alors, si on modifie les paramètres, vous allez voir à quel point c'est important d'avoir des taux d'intérêt élevés. Si je passe de 12 à 15% dans la simulation, on arrivera au million d'euros à 17 ans au lieu de 21 ans, donc on gagne 4 ans. Inversement, si vous êtes à 9% au lieu de 12%, au lieu d'atteindre votre objectif à 21 ans, ici dans la simulation, vous voyez que vous l'atteignez en année 27, donc vous perdez 6 ans. Donc quelques pourcents de taux de rendement en plus ou en moins vont vous faire perdre ou gagner un grand nombre d'années. Donc je répète, il ne faut pas hésiter à prendre les risques nécessaires pour avoir de gros rendements dans votre carrière d'investisseur, dans votre chemin vers l'indépendance financière. Autres paramètres importants sont évidemment l'investissement initial et l'épargne annuelle. C'est sûr que donc je vais revenir au niveau initial de 12% de rendement. Si au lieu d'épargner 14 000 €, par exemple, vous êtes capable d'épargner 24 000 €, 10 000 € de plus, vous allez gagner tout de suite pas mal d'années. Vous voyez que vous gagnez 4 ans dans votre chemin vers l'indépendance financière, donc c'est significatif. Par contre,
Si vous faites cet effort plus tard, donc si vous faites donc en année 10, vous mettez 20 000 euros au lieu de 10 000 euros, bon, il y aura relativement peu d'influence, vous allez gagner juste 2 ans, vous allez arriver en année 19 au lieu de l'année 21 avec cet effort d'épargne tardif supplémentaire. Donc vraiment, c'est en début, milieu de carrière d'investisseur que vous devez faire l'effort maximal. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur la prise de risque et l'indépendance financière. Privilégiez dans vos choix la détention d'actions en direct avec du stock picking intelligent sur les marchés. Vous êtes un investisseur individuel, vous avez un seul atout face aux professionnels qui est de pouvoir aller sur les petites, moyennes capitalisations sur lesquelles on trouve les grosses anomalies de marché. Mes formations vous apprennent à le faire efficacement. Donc utilisez cet atout, hein, évidemment. Ensuite, vous pouvez aller sur des fonds et des ETF, mais évitez les fonds qui sont complètement généralistes, du genre Action Monde. Ça n'est pas une stratégie efficace. Allez toujours sur des thèmes précis en fonction des cycles, des grands cycles économiques. Je vous ai dit qu'en ce moment, les secteurs qui sont en bas de cycle et susceptibles d'avoir un grand cycle haussier de 10 ans sont l'énergie, les marchés émergents et les small mid caps value. Donc si vous voulez investir sur des fonds thématiques, allez sur ces thèmes en ce moment pour les 10 ans qui viennent. En contexte de taux réel négatif, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à utiliser le levier de crédit sur des projets de rendement immobilier ou voire autres, hein, sur des actions de rendement. Ça peut être des SCPI, ça peut être d'autres supports, parce que là aussi, vous aurez la possibilité, grâce à ce levier de crédit, si vous êtes, comme en ce moment, en taux réel négatif, d'avoir de gros rendements à terme. Votre effort d'épargne, toujours maximal en début de projet, on lève le pied ensuite. Et comme je vous le disais, hein, ce qui est essentiel, c'est le taux de rendement. Alors une dernière chose, hein, que certains auteurs d'Objectif Éco ont mis en œuvre, c'est l'expatriation, puisque si vous êtes expatrié dans un pays à revenu, on va dire, intermédiaire, vous allez pouvoir maximiser votre pouvoir d'achat, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'1 million d'euros pour vivre correctement en France, vous pourrez avoir besoin de seulement 500 000 ou 600 000 euros pour vivre confortablement avec les mêmes prestations dans un autre pays, puisque le coût de la vie il sera bien inférieur. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pourrez prendre en compte à terme. Ça suppose une prise de risque, hein, là aussi on doit quitter le pays auquel on est habitué pour aller dans un autre pays, mais vous aurez en compensation une récompense importante en temps libre et en qualité de vie si vous avez bien préparé ce projet-là. Alors pour finir sur mes formations et lettres, je ne suis en aucun cas là pour vous proposer des placements miracles et sans aucun risque. Ça n'est pas la peine de me demander ça dans vos mails, je ne sais pas faire. Tout ce que je sais faire, c'est de vous aider à rechercher la meilleure récompense possible en fonction du risque que vous accepterez de prendre. C'est-à-dire, je vous propose de prendre des risques qui seront le plus efficaces possible. Et je veux aussi vous aider à comprendre quelles sont les prises de risque qui sont nuisibles, c'est-à-dire celles qui ne vous amèneront aucune récompense et qui sont pratiquement assurées au contraire, de vous procurer des pertes. Voilà pour cette vidéo qui était vraiment là pour vous amener à considérer le risque de façon positive comme une bonne chose dans la vie.